Très bien, écoutez, bienvenue à ce webinaire sur la thématique des outils RH pour faire face à la crise. Donc nous sommes très heureux de vous y accueillir. Nous sommes, je pense, tous d'accord pour dire que nous aimerions bien ne pas fêter cet anniversaire. En effet, si nous regardons derrière nous, il y a un an, presque jour pour jour, le secteur de l'aéronautique et tout particulièrement celui de l'industrie allait, comme vous le savez, entrer dans une crise, on peut dire, sans précédent, et notamment avec ses conséquences majeures sur l'emploi. Si on la compare avec 2008, cette crise est bien différente et tout compte fait, elle n'est pas véritablement comparable. Dès le premier confinement, si on revient à mars 2020, l'État a décidé de mettre en œuvre les dispositifs qui permettent de protéger l'économie pour être en capacité de redémarrer, ce que nous espérons, quand les conditions sanitaires seront réunies. Pour ce faire, nous avons une boîte à outils qui n'a jamais été aussi dense en la matière. On peut citer quelques outils, l'accord de performance collective, l'activité partielle de longue durée, le recours au PGE et bien d'autres encore. Tout ceci afin de repousser, nous le savons tous, des décisions irréversibles en matière d'emploi. Donc nous voilà donc à un an après la première ordonnance, l'ordonnance du 27 mars 2020, qui portait sur les mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Et aujourd'hui, on se dit, eh bien, comment s'y retrouver dans tous ces dispositifs. La question de la lisibilité est souvent posée par les entreprises, elle nous est souvent posée. Et si nous voulons être honnêtes, cette question, elle est partagée par tous, car l'ensemble de ces dispositifs, la construction de ces dispositifs est allée très très vite. Donc c'est le bon moment pour regarder ces dispositifs et pour essayer de s'y retrouver et de savoir quel est le dispositif à actionner. À côté de la question de la lisibilité, on a aussi la question de comment faire vivre ces dispositifs tout au long de cette crise, sujet aussi très présent que nous notons régulièrement dans les interrogations du quotidien qui nous sont faites. Donc, au-delà de l'aspect bilan, vous l'aurez compris, que nous allons partager de suite avec vous. Ce que nous voulons avec vous, c'est tirer les leçons de nos premières expériences, partager les bonnes pratiques, c'est très important, et puis commencer à se construire des perspectives. Donc, vous le voyez par rapport à nos invités, c'est un webinaire concret avec des acteurs territoriaux pour avoir une vraie lecture de ce qui se passe en Occitanie en matière d'emploi et de spécificité. Donc, moi, véritablement, je suis très heureuse de pouvoir accueillir autour de cette table Nathalie Astrud-Barth, qui est responsable du pôle mutation économique et développement de l'emploi. Bienvenue, Madame Astrud-Barth. Monsieur Christophe Abella, qui est directeur de l'emploi formation à l'UIMM de l'Occitanie. Et puis Marie Bouni, co-directrice de la stratégie performance sociale, Docteur Emploi. Donc, moi, j'ai l'honneur d'animer ce webinaire autour de 3 temps. Le premier, on va rentrer tout de suite dans le sujet avec comprendre l'impact de la crise nationale. Ensuite, comme promis, nous allons passer en revue les outils, comprendre les démarches et nous allons rentrer véritablement dans des pratiques concrètes. Et puis, regarder à la fois, à partir de ce bilan, regarder devant nous et quels sont les dispositifs marqués. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je regarderai bien évidemment dans le chat pour les relayer afin que nous gardions ce côté interactif de nos échanges. À la fin du webinaire, on se donnera un temps pour avoir effectivement et conforter vos échanges et que vous puissiez aussi poser toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, regardons ensemble les impacts. Et avant de dresser donc, ce panorama,
Regardons de manière macro, et puis après faisons un zoom sur l'Occitanie. Alors, Marie, premier sujet, si on regarde côté macro, la crise en quelques chiffres clés, quel regard pouvons-nous porter? Bonjour à tous. Donc c'est forcément, hein, la crise de la Covid-19 a vraiment provoqué un coup d'arrêt brutal et durable, hein, sur le transport aérien dans le monde. Ça, je pense qu'on est tous au courant. Et ça a eu des conséquences directes sur l'industrie aéronautique, avec une réduction, voire une annulation des commandes d'appareils neufs, une diminution des besoins de maintenance et de fabrication de pièces de rechange. Donc, en vision très macro au niveau mondial, en fait, le chiffre d'affaires des compagnies aériennes est en chute quand même de 60% par rapport à 2019, pour s'établir, pour atteindre plus de 300 milliards, alors que le volume qu'on pouvait atteindre dans des années plus florissantes atteignait plutôt dans les 900 milliards. Donc, c'est vraiment la pire année que le secteur ait vécue. En France, bien évidemment, on a également eu, cette crise a saisi de plein fouet une filière aéronautique qui est puissante, hein, et qui est source de fierté nationale. Voilà, 300 000 emplois, 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment une filière très puissante qui a été mise à mal par cette crise. S'agissant des emplois, donc, on a encore du mal à mesurer, hein, l'impact sur les emplois, notamment en 2020, mais également pour les années à venir. Reste que, bien évidemment, les conséquences de la crise de la Covid-19 n'ont pas tardé, en fait, à se faire sentir sur les 60 000 emplois qui étaient directement menacés. Hein. 30 000 ont déjà, enfin, ont déjà été sauvés, enfin, n'ont pas été supprimés, en fait, en 2020. Mais il y a effectivement beaucoup d'interrogations sur la pérennité des compétences durement acquises, hein, dans ce secteur, et comment faire face à cette reprise d'activité, enfin attendre cette reprise d'activité dans le temps. Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, et notamment, bien évidemment, le plan de relance, hein, sur le secteur aéronautique qui avait été présenté en juin dernier, avec voilà, une enveloppe de 15 milliards d'euros. Et puis, quelque chose qui est quand même très significatif, c'est une mobilisation vraiment de tous les acteurs, que ce soit institutionnels, de l'État, des DRH, voilà, des territoires, pour envisager, en fait, les moyens et les outils pour faire face à cette crise, de façon voilà, à donner la place à l'innovation sociale. Je pense que c'est très important dans la matière, parce que, comme Catherine le disait, on a une crise qui est inédite. On a une crise d'une ampleur très importante. Et concrètement, avec les méthodes qu'on utilisait auparavant, on aura du mal à faire face à l'ampleur de cette crise et à préserver un certain nombre de compétences qui vont être nécessaires, et à préserver l'emploi. Donc, de nombreux dispositifs, on va le voir, sont mis en place pour faire face à cette crise pour ce secteur. Strudbart, si on regarde côté Occitanie, de quelle manière cette crise est venue dégrader le marché du travail en Haute-Garonne et de manière un peu plus large? Alors, sur le territoire occitan, comme vous pouvez le voir, on a un taux de chômage qui a monté sur l'année 2020. On était à l'issue du troisième trimestre 2020, un taux de chômage à 10,5, donc qui avait haussé de 0,7 points, avec du coup un volume de demandeurs d'emploi bien sûr en hausse en parallèle. L'impact du secteur qui nous intéresse aujourd'hui évidemment fort, hein, le secteur aéronautique, et on le voit bien au niveau de la cartographie de la région. Les territoires qui sont dans lesquels la filière aéro est
surreprésentées, on peut dire, même si elle est présente quand même un peu partout sur notre région, ont été plus touchées que les autres. Donc, vous voyez, sur la zone de Toulouse, Figeac, Villefranche, où on a une hausse du chômage qui est plus importante. De la même manière, sur la zone Tarbes-Lourdes, qui cumule aussi les difficultés liées au tourisme, en plus de l'aéro. Donc un impact très fort sur notre département, sur notre région, sur le département de la Haute-Garonne en particulier, qui est quand même le plus concerné sur la région Occitanie. Et comme le disait tout à l'heure Mme Bouni, si les dispositifs qui sont mis en œuvre par l'État ont vocation à limiter cet effet négatif, vous verrez qu'on a un fort pourcentage de salariés et d'entreprises qui ont utilisé le dispositif activité partielle. Donc, on sait que par ce biais-là, l'effet de la crise a été diminué. Il est encore. Voilà, on aurait pu avoir un impact beaucoup plus fort, bien sûr. Donc, spécifiquement sur le volet industriel, impact industriel, je laisse la parole peut-être à Christophe Abella. Oui, tout à fait, Monsieur Abella. La situation de l'emploi industriel en complément dans la région, est-ce que vous pouvez mettre en avant des spécificités, en tous les cas une lecture particulière? Alors, oui, on a plusieurs réalités sur l'Occitanie. Quand on parle d'industrie, déjà, on a des industries, quand on prend l'industrie au sens large, on a des industries qui fonctionnent, qui se maintiennent. On a l'agroalimentaire, on a la chimie qui aujourd'hui ne rencontre pas les difficultés que nous rencontrons. Sur la partie métallurgie à proprement dit, donc notre branche, on va avoir aussi des réalités différentes. On va avoir déjà, comme le disait Nathalie Astruc-Barth, on va avoir un décalage entre la partie ex-Languedoc-Roussillon et la partie Midi-Pyrénées. Sur ex-Languedoc-Roussillon, sur Montpellier, on va avoir finalement une situation qui était celle d'avant la crise, entre guillemets, en matière de problématiques de recrutement. On est toujours en recherche des entreprises qui sont des entreprises plutôt de TPE-PME, continuent à avoir des problèmes de recrutement. Et enfin, sur Midi-Pyrénées, on va avoir aussi des secteurs finalement différemment touchés. On va avoir d'un côté effectivement un secteur aéronautique qui effectivement rencontre les difficultés qu'on connaît, mais à côté d'autres entreprises, d'autres secteurs qui, eux, continuent à recruter. Donc vraiment des réalités différentes. Ça je pense qu'il faut le garder en tête. Mmh. Effectivement, je partage avec vous, Monsieur Abella. Effectivement, on parle beaucoup de la crise qui a dégradé le marché du travail. Et il faut aussi savoir redire là où ça recrute, là où il y a des métiers en tension, qui étaient en tension avant la crise, qui le sont toujours. On ne va pas citer le technicien de maintenance, mais c'est un exemple parmi d'autres. Donc, il est vrai que cette cartographie des zones d'emploi les plus impactées on peut en avoir aussi une lecture avec là où les entreprises ont préservé et déploient encore une dynamique de recrutement. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est très, très important. Alors, par rapport donc à ce panorama-là qu'on vient de dresser, ce que je vous propose, c'est que nous allons rentrer dans cette fameuse boîte à outils avec peut-être pour chacun d'entre vous des pratiques très, très différentes. En tout cas, regardons et redonnons-nous les moyens d'en avoir une lecture, parce que je disais en introduction, cette question de lisibilité n'est pas des moindres. Donc, Marie, quand on regarde l'ensemble du panorama, en quoi cette crise, elle est venue modifier l'approche des entreprises qui ont dû véritablement souvent faire appel, non pas à un dispositif, mais à plusieurs dispositifs, fonction bien évidemment de leur stratégie sociale, et comment articuler tout compte fait ces dispositifs? Tout à fait. Alors, on a vraiment une crise d'une ampleur et inédite avec des perspectives de reprise d'activité qu'on a eu du mal et qu'on a encore du mal à identifier, donc un contexte d'incertitude très fort. Et déjà, une des premières choses, c'est quand même l'État est intervenu très vite.
pour mettre en place un certain nombre de dispositifs tampons. Notamment, tout le travail qui a été réalisé sur l'activité partielle est quand même remarquable. En 2008, des études avaient été réalisées post-crise 2008 où on s'était rendu compte qu'en Allemagne, le rebond avait été plus rapide qu'en France et que notamment, c'était en partie dû au fait que leur système d'activité partielle était plus agile et plus protecteur. En mars, on a commencé à avoir un certain nombre d'ordonnances, de décrets qui se sont enchaînés à un rythme assez effréné tout de même. Enfin, moi, j'ai rarement consulté le journal officiel un dimanche pour faire un petit état des lieux. Et donc, il y a eu une volonté de mettre en place un dispositif tampon très fort qui a été l'activité partielle. Ensuite, on a eu de nombreuses moutures, ce qui est vrai que ça peut complexifier en fait sur la lisibilité, mais l'activité partielle, il faut quand même se le remémorer, en avril 2020, c'était 8 millions de salariés qui ont été placés en activité partielle. En janvier 2021, on avait encore 2,1 millions de salariés placés en activité partielle. C'est énorme. C'est énorme et le mécanisme tampon a vraiment fonctionné. Après, malheureusement, l'activité partielle, déjà, ne pourra pas perdurer indéfiniment. Bien évidemment, pour les secteurs, et notamment l'aéronautique, où la reprise d'activité va être assez lente, est à horizon plus de 2 ans. Concrètement, ça ne permet pas suffisamment de limiter les pertes. Aujourd'hui, il y a une partie du salaire qui est effectivement pris en charge par l'État et aussi par certaines entreprises avec des compléments, mais il faut mettre en place toute une agilité dans l'utilisation des dispositifs actuellement pour faire face à la crise. Donc, c'est vraiment ça, c'est que la boîte à outils est fournie. On a quand même des réflexes classiques en France qui sont les PSE, avec des départs contraints, des chèques valises et en l'occurrence, forcément, dans la période actuelle, le risque, c'est quand même le chômage de longue durée et un chômage structurel. Donc, comment on fait preuve comment on doit repenser un certain nombre d'usages qu'on peut avoir jusque-là. Donc, on a voulu je vais aller vite parce que il y a Madame Astruc et Monsieur Abella ont aussi beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là, mais juste en panorama rapide. En fait, certains outils peuvent être plus ou moins utilisés selon que les difficultés soient conjoncturelles, temporaires, horizon de reprise d'activité prévisible ou qu'on bascule dans le structurel. Donc, c'est la petite ligne qu'on vous a mis en bas, difficultés conjoncturelles, difficultés structurelles. Après, on peut mobiliser les dispositifs pour différents usages. Accompagner la réduction d'activité, oui, l'activité partielle accompagne parfaitement la réduction d'activité. Ensuite, il y a d'autres dispositifs, mise à disposition et prêt de main-d'œuvre. Donc, M. Abella reviendra sur ces sujets. Mais en France, on a un certain nombre de freins qui sont juridiques. Le gouvernement est aussi intervenu pour un peu de fluidification juridique, mais qui sont surtout culturels. Culturel dans la mise à disposition et le prêt de main-d'œuvre, et il faut vraiment aller au-delà de ça et créer une dynamique collective avec les partenaires sociaux, avec les collaborateurs, pour que ces dispositifs fonctionnent. Parce que l'alternative, sinon, à un moment, il faut en avoir conscience, ça va être le chômage. Donc, ces dispositifs, il faut vraiment travailler dessus, sortir des dogmes habituels, sortir des postures habituelles pour être en mesure de mettre en dynamique les dispositifs de mise à disposition et prêt de main-d'œuvre qui, jusque-là, en France, ne fonctionnaient pas très bien, quand même, il faut le dire. Maintenant, il y a tout un volet autour de la compétitivité et de la transformation. Alors, bien évidemment, on parle souvent des accords de performance collective, qui plus est dans le secteur, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui en ont signé, mais ça, c'est un outil qui est un peu clivant. On peut, l'accord de performance collective, c'est un peu la beauté du diable. Ça peut être envisagé d'une façon très dogmatique comme la flexibilité à tout va et d'une autre façon totalement dogmatique comme une réduction des acquis sans fin des collaborateurs. En revanche, à un moment, pareil, il faut vraiment objectiver la situation. Est-ce qu'on préserve les emplois ou est-ce qu'on préserve indéfiniment les acquis ou est-ce qu'on peut les remettre en cause temporairement? C'est vraiment une question qu'on doit se poser en toute responsabilité dans la période actuelle. Quoi qu'il en soit, l'accord de performance collective permet de faire des choses, permet d'aller au-delà en fait, du refus du
l'application du contrat de travail du collaborateur, mais d'autres outils moins clivants, type accord de compétitivité, voire parfois accord de temps de travail, permettent déjà de travailler sur un certain nombre de domaines qui permettent de réaliser, de limiter les pertes, en fait. Il y a un autre outil qui est très important, c'est la GEPP. Donc, ancêtre, nouvelle mouture un peu de la GPEC, mais concrètement, on va avoir une redynamisation de cet outil. Alors, c'est compliqué pour les structures de moyenne taille. Les structures de grande taille sont beaucoup plus habituées à travailler sur cet outil, mais il faut travailler sur l'évolution des compétences et mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les transformations, les mutations économiques, les transformations de compétences. Et en outre, nous, ce qu'on voit aussi bien arriver, c'est quand même un certain nombre de dispositifs et de gestion de fin de carrière sur la période. Il y a un nouveau dispositif, on en parlera tout à l'heure parce que sinon je vais trop m'étendre, c'est la transition collective, c'est un dispositif émergent et là, pareil, en fait, il faut vraiment se donner les moyens de faire en sorte que ce dispositif puisse être une réussite. Donc, le dispositif de transition collective, c'est vraiment la volonté de mettre en relation en fait, des entreprises qui décrutent et des entreprises qui recrutent et d'accompagner avec un volet formation fort la reconversion professionnelle des collaborateurs. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. C'est un dispositif qui est très intéressant, avec notamment sur la région Occitanie des démarches importantes. Enfin, je ne vais pas forcément développer outre mesure sur le segment de la réduction des effectifs, qui est quand même le segment un peu connu et bien maîtrisé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a différents volets entre PDV, RCC, PSE, PDV, PSE. Il y a différentes moutures. Selon qu'on aille sur des licenciements, enfin des départs contraints ou non. Alors, si c'est contraint, c'est un licenciement, donc ce sera un PSE. Si ce n'est pas contraint, c'est un PDV ou une RCC. On a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont frileuses à aller sur des dispositifs de départ volontaire avec la crainte que les salariés n'aient pas envie de partir en fait, et qu'elles n'atteignent pas leur cible. Pour autant, il y a quand même un certain nombre, le calibrage des mesures, leur attractivité, la mise en dynamique en fait au moment avec les cellules emploi, un certain nombre de choses en fait permettent d'aller plutôt vers des dispositifs de départ volontaires que contraints, même dans la période actuelle. Merci Marie. Madame Astruc-Bart, si on regarde d'un peu plus près, quels sont les conseils de la Directe en matière d'activité partielle et notamment d'activité partielle de longue durée ? Alors, les conseils de la Directe sur la PLD, bien évidemment, c'est que les entreprises s'interrogent bien sur l'utilité de ce dispositif qui est encore peu sollicité. On y reviendra tout à l'heure sur les éléments de bilan. C'est finalement un dispositif où les entreprises n'ont pas forcément le réflexe premier pour se lancer dedans. Elles restent sur de l'activité partielle classique de droit commun. Donc, juste pour rappeler l'objectif, vous le connaissez tous, c'est bien de préserver les emplois et permettre à l'entreprise de passer ce cap de baisse d'activité en attendant la reprise, de garder donc ses compétences. Et il est vraiment fait, le dispositif APLD, pour des entreprises qui font face à une baisse durable de leur activité, donc qui sont en capacité, c'est le cas sur le secteur de l'aéronautique qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on sait que la reprise n'est pas prévue avant plusieurs années. Donc, on a vraiment ce dispositif qui est adapté au secteur de l'aéronautique et qui permet donc de réduire le temps de travail des salariés par deux biais, soit un accord d'entreprise. Alors sur le secteur, c'est soit la convention métallurgie qui s'applique, donc il peut aussi y avoir un document unilatéral, mais l'idéal, c'est évidemment de le mettre en œuvre avec un bon dialogue social dans l'entreprise, avec les représentants du personnel ou les salariés. Pour les entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel, c'est tout à fait possible aussi. Et donc, prévoir cette baisse durable d'activité qui peut aller jusqu'à 40% sur toute la durée
durée de l'accord ou du document unilatéral. On est sur une baisse qui vraiment est en moyenne sur toute la durée de 40%. Donc, il faut bien avoir en tête, et ça c'est un conseil important que certaines entreprises n'avaient pas identifié, que la baisse, elle peut être plus forte à certaines périodes, donc dépasser ce 40%, et plus basse sur d'autres périodes. Donc, c'est vraiment sur la durée totale de l'accord qui, en général, peut avoir une durée maxi donc de 24 mois sur 36 mois. Donc, n'ayez pas de crainte a priori en vous disant je ne vais pas y arriver parce que moi, j'ai besoin de réduire à plus de 40% mon temps de travail. Vous pouvez considérer qu'il y aura des périodes plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Et donc là, à l'heure actuelle, avoir des périodes à 60, par exemple, % de réduction d'activité et voire plus bas par la suite pour équilibrer. Donc, moi, le conseil que je vous donne vraiment, c'est de réfléchir à ce dispositif-là si vous ne vous y êtes pas encore lancé, plutôt que de l'activité partielle de droit commun ou plutôt que directement des suppressions d'emplois. Parce que je crois vraiment en cet outil qui peut vous aider à passer ce cap de baisse d'activité important. Nous, là, Direct, on est là pour vous aider sur le montage des dispositifs. On donne notre avis aux entreprises sur leurs projets d'accord, sur leurs projets de documents unilatéraux. Vous pouvez nous contacter. Vraiment, on est là pour vous accompagner. Une fois que les accords sont déposés, évidemment, il y a une phase d'instruction. Et ce que l'on regarde, donc toujours dans les conseils à vous donner, c'est de bien vous assurer que l'accord rentre dans le cadre légal, puisqu'il y a des contreparties. Hein, c'est normal, l'État abonde financièrement de façon importante. Donc, les contreparties, c'est de maintenir dans l'emploi les salariés qui sont en activité partielle de longue durée. Et c'est de prévoir des engagements en matière de formation professionnelle. Parce que ce qui est important, c'est que cette période, elle soit utilisée vraiment pour former vos salariés. Vous savez que face aux difficultés que vous rencontrez, vous avez besoin d'accompagner en termes de formation vos salariés pour vous adapter aux mutations économiques que vous rencontrez, pour éventuellement vous diversifier. On sait que c'est un enjeu fort, la diversification aujourd'hui sur l'aéro. Et donc, vraiment, profitez-en d'utiliser ces périodes de sous-activité pour former vos salariés soit aux compétences qui vous manquent, soit aux nouveaux métiers que vous souhaiteriez développer, aux nouvelles activités que vous souhaiteriez développer. D'autant qu'il y a un dispositif d'aide financière, là aussi, sur le volet formation. Donc, c'est le FNE Formation. Une entreprise qui est en activité partielle de droit commun ou en activité partielle de longue durée. Et là, même depuis début 2020, ça a été ouvert aux entreprises en difficulté, donc qui ne sont pas en activité partielle, peut bénéficier d'une prise en charge des formations délivrées auprès de ses salariés, donc les coûts pédagogiques de ces formations. Alors, la prise en charge, elle diffère selon l'effectif de l'entreprise, mais lorsqu'on est en AP ou en APLD, elle est de 70 en AP ou de 80% de prise en charge en APLD. Ça, c'est la base. Donc, il faut savoir que le FNE Formation, ce n'est pas des formations de base qui ne permettraient pas à vos salariés de s'adapter en termes de compétences. Il faut quand même que vous démontriez, lorsque vous faites cette demande de formation auprès de l'OPCO, hein, c'est l'OPCO qui prend en charge ces dossiers, qui est là pour vous accompagner. Il faut bien que vous démontrez que vous êtes dans une logique de formation qui va permettre de développer les compétences de vos salariés. D'accord, donc ça c'est bien, c'est important. Il y a eu les refus d'OPCO, souvent sont liés à la typologie de formation choisie par l'entreprise qui ne permet pas vraiment de développer les compétences du salarié. Bon, voilà, donc ça c'est la chose à savoir pour vous assurer une prise en charge. Donc, votre OPCO interlocuteur privilégié, vous l'avez compris, puisque la Direct a délégué aux OPCO par conventionnement le suivi du FNE Formation. Hein, c'était géré en direct initialement, mais de par l'ampleur de la crise, ça a été délégué aux OPCO. Donc, on est en lien avec eux sur ce sujet-là. Voilà sur le volet FNE Formation et APLD. Merci, Madame Astrubart.
Là, on a bien compris donc le volet se saisir de ce temps d'inactivité pour vraiment regarder comment on peut développer les compétences. On peut aussi se saisir de ce temps d'inactivité pour regarder l'autre volet qui est celui de mutualiser les compétences. Et effectivement, là, monsieur Abella, on peut sans doute regarder la façon de mettre à disposition des compétences. Quels sont vos conseils? Comment pouvons-nous procéder pour effectivement travailler cet axe-là? Alors, peut-être, juste avant de parler sur ce sujet, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Nathalie Astruc-Barth sur la partie formée, hein, et formée à bon Oui, escient, bien en se sûr. projetant. Ce n'est pas si simple aujourd'hui pour les entreprises. Dans une enquête qu'on a menée là, sur l'évolution des compétences sur les entreprises aéronautiques, une enquête où on a eu plus de 100 établissements qui ont répondu, donc très solide. Ben, deux tiers, il y a deux enjeux en tout cas, deux gros enjeux. Il y a évidemment la diversification. Deux tiers déclarent avoir une volonté de se diversifier, mais quand on discute avec eux, c'est pas si simple. Les entreprises sont pas attendues, les entreprises aéro sont pas attendues par les autres marchés, évidemment. Ça nécessite des adaptations, notamment des modes de production, et même on a certaines inquiétudes de ne plus être reconnu entre guillemets comme entreprise aéro, hein, sur la chaîne de la sous-traitance. Donc la diversification, il y a la volonté, c'est pas si simple. Le deuxième enjeu, c'est les enjeux RH bouleversés parce que on est passé de, c'est Marie Bouni qui le disait, on est passé de métier en tension Oui. où on a œuvré sans relâche pour essayer d'amener des compétences dans l'industrie à aujourd'hui une adaptation et une baisse des effectifs. Et ça, ça fait partie voilà, des choses qui aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui pour l'entreprise de se projeter, même en matière de formation quelquefois. Je parle pas des... Bon, il y a des très grosses entreprises qui peuvent évidemment se projeter plus facilement, mais quand on est une PME et qu'on n'a pas de visibilité, on revient sur la visibilité, c'est dur de se projeter sur de la stratégie et finalement de l'évolution de compétences en interne. Voilà, je voulais juste préciser ça. Oui, tout à fait. Nous, sur ces dispositifs, sur cette boîte à outils, on a évidemment, on est en contact avec nos adhérents. C'est plus de 12 000 consultations juridiques avec nos juristes, que ce soit en téléphone, en visio, etc., ou physique, pour travailler, accompagner sur les PSE, sur les ruptures conventionnelles collectives, sur les congés de mobilité, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui un besoin de solutions. Pour parler de mutualisation et revenir sur le sujet, on a la sortie du confinement avec les autres branches industrielles de France Industrie, donc 10 branches professionnelles. On a décidé de se réunir et d'essayer de voir ce qui était possible parce qu'on savait très bien qu'il y allait avoir des compétences qui allaient sortir de notre branche à nous et notamment liées au secteur aéronautique. Et en même temps, c'est ce que je vous disais, la réalité des autres industries, voire de notre industrie, mais dans d'autres secteurs, et qu'il y a des recrutements et qu'il y a des besoins. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas, en se mettant tous autour de la table, en termes de responsabilité, quelque chose à créer? C'est d'où l'idée des venues du dispositif Passerelle Industrie. Donc, Passerelle Industrie, c'est ça, c'est ces 10 branches professionnelles qui sont mises autour de la table, autour d'un dispositif de terrain qui s'appuie à la fois sur le prêt de main-d'œuvre et sur le reclassement pour faciliter ces passerelles. En 2008, on avait, lors de la crise, on avait essayé de faire du prêt de main-d'œuvre. Bon, le prêt de main-d'œuvre, quand on est RH formé ces 20 dernières années, on le sait, on nous a toujours dit il ne faut pas le faire. Hein, faut pas le faire, il y a des risques. Et il y a plein de freins d'ailleurs. Est-ce que la complexité juridique, la peur que le salarié reste dans l'entreprise d'accueil, l'image de l'entreprise qui prête, est-ce que c'est bien, pas bien, la réaction des salariés, des organisations syndicales. Tout ça, aujourd'hui, on peut en parler avec un dispositif qui est mis en œuvre dans un contexte qui est absolument exceptionnel. On voit les entreprises qui sont plus ouvertes sur le sujet lié au contexte. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de conseillers qui sont répartis sur les bassins d'emploi pour faciliter, rentrer en contact et faciliter ce lien et ces passerelles entre les entreprises d'un côté qui ont besoin de se séparer
peut-être temporairement, de compétences. C'est ça le prêt de main-d'œuvre, parce qu'il reste salarié de l'entreprise d'origine, mais pendant un temps donné, il est mis à disposition d'une autre entreprise qui en a besoin. Et ensuite, on imagine qu'il y a une reprise, on l'imagine tous. Et quand il y aura la reprise, on verra que, évidemment, on aura de gros problématiques de recrutement après cette crise-là. Mais on en parlera, je pense, dans les Oui, bien sûr, tout à fait. Juste pour qu'on ait vraiment l'image complète, donc que l'on regarde bien, vous disiez une mobilisation de tous les acteurs. Donc sur le slide sont représentés tous les acteurs. Oui. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez les 10 branches professionnelles avec évidemment le soutien de l'État et de la région sur ce dispositif. Très, très important. On a aussi l'OPCO autour de la table, Pôle emploi. L'idée est, je le dis honnêtement, on est dans une région où les partenaires travaillent bien ensemble. On ne retrouve pas ça partout et on est aujourd'hui, on a tous les mêmes objectifs, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau des branches professionnelles, c'est d'essayer de mutualiser nos efforts pour qu'il y ait le moins de casse possible et pour que les entreprises puissent après redémarrer le plus tôt possible. Et ce dispositif passerelle, c'est ça. C'est tous ces acteurs autour de la table qui accompagnent aussi les entreprises, parce que c'est ça aussi. Moi, si j'ai un message à faire passer aux entreprises, c'est ce que je dis aux adhérents que je croise à chaque fois, c'est restez pas dans votre problématique, dans votre coin. Allez vers votre branche professionnelle, allez vers l'État, la région, peu importe les interlocuteurs avec qui vous êtes en contact, mais il faut prendre à tâche, parce qu'il y a des solutions. Celle-ci, Passerelle Industrie, c'est une solution, en tout cas temporaire, tout à fait. sur le prêt de main-d'œuvre, voire plus large sur le reclassement, faire de la passerelle avant même que les gens n'arrivent à Pôle emploi. Ça a quand même du sens, parce qu'on sait qu'après, une fois qu'on est à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, c'est tout de suite on est dans une autre dynamique. Là, l'idée, c'est de faire la passerelle avant d'arriver même à Pôle emploi. Et c'est vrai que c'est une des solutions qui est poussée aujourd'hui. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Et toutes les solutions mises les unes avec les autres, c'est l'idée de la boîte à outils que vous avez présentée, fait qu'il ne faut pas rester, entre guillemets, dans ces problématiques et vraiment aller les partager, parce qu'il peut y avoir quelquefois des solutions auxquelles on n'a pas pensé, en fait. C'est ça. Très bien. Donc là, on l'a vu ensemble. Il y a des outils et il y a différentes possibilités, en tous les cas, de mailler ces outils en fonction des problématiques. On a entendu aussi de votre part, que ce soit côté direct, de la directe, côté de l'UIMM. Surtout, n'hésitez pas à solliciter les conseils, à poser des questions. Je pense que vous avez raison, Monsieur Abella, et je trouve que ça fait écho beaucoup aussi à nos métiers que nous représentons, nous, cabinet RH, c'est ne jamais rester seul avec son problème, savoir le partager. C'est le bon point de départ d'une démarche où on va forcément trouver des solutions, parce qu'il y a forcément des solutions possibles. Et le tout, c'est de se mettre en démarche de réflexion et de ne pas rester seul. Et ça, c'est vraiment véritablement important. Alors, j'espère que déjà, cette première étape dans ce webinaire, ça vous a permis de commencer à remettre les briques au bon endroit. Et maintenant, regardons l'usage qu'il en a été fait. On aime ça, de pouvoir dresser des bilans, parce que c'est aussi important d'avoir cette première lecture de ce qui s'est opéré, alors à la fois un bilan quantitatif, mais aussi, et je vois qu'il y a une question aussi sur le chat, sur de savoir quels sont les freins, notamment pour le recours au dispositif d'APLD. Je pense que dans le bilan qu'on va dresser maintenant, c'est effectivement de voir un peu un volet quantitatif mais qualitatif. Alors, on va regarder côté Occitanie, côté Haute-Garonne. Madame Astruc-Bart, en quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les dispositifs qui ont été sollicités? Vous savez bien qu'en France, on aime bien quantifier combien de dossiers acceptés, combien de dossiers refusés. Là, on va un peu vous titiller sur ces sujets-là, mais on aimerait bien savoir véritablement ce qui se passe sur le territoire. Oui, bien sûr. Alors, sur le volet activité partielle, pour vous donner une idée du paysage, sur l'Occitanie depuis mars 2020, donc début de la crise, c'est 274 339 demandes d'activité partielle qui ont été déposées.
En Haute-Garonne, ça représente 70 113 demandes déposées. Pour vous donner un ordre d'idée, avant crise, en Haute-Garonne, on recevait 200 demandes d'activité partielle par an. Donc, vous voyez le gros step donc, qui a été franchi. Donc, sur ces 70 113 demandes en Haute-Garonne, toujours pour vous donner bien un ordre d'idée de ce qui est validé, refusé, il y a 136 demandes qui ont été refusées. Vous voyez que c'est très faible. Ouais, oui. Sachant que dans le lot, il y a de nombreuses demandes qui ont été invalidées. Donc ça, c'est parce que ce sont en fait des fraudes. Donc c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ne sont pas en activité partielle réelle et qui malheureusement utilisent le dispositif. Donc ces demandes-là, elles sont stoppées en amont et les paiements futurs sont bloqués. Mais ça ne fait pas partie des refus en fait. Donc, ça ne concerne pas les entreprises qui existent vraiment. Vous l'avez compris, on est sur un autre champ. Donc, sur toutes ces demandes d'activité partielle, tout à l'heure, on parlait de l'APLD. Vous avez l'APLD, en fait, qui représente un volume plus faible, puisque en Haute-Garonne, nous avons, alors en Occitanie déjà, il y a 1031 demandes d'APLD qui ont été déposées sur le gros chiffre que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et en Haute-Garonne, on a 438 demandes AIR qui ont été déposées. Donc l'APLD, ça représente du coup en Haute-Garonne 42% des demandes de la région Occitanie. Vous voyez que c'est évidemment une très forte proportion. Et sur ce lot de demandes d'APLD, il y a 315 dossiers qui ont été validés et 8 refusés aujourd'hui. Tout le reste, donc les 116 qui restent en cours d'instruction, soit c'est des demandes dont l'instruction n'a pas débuté, soit c'est que les demandes sont en cours d'instruction et nos services, en fait, pour que vous ayez la mécanique, parce que je sais que les entreprises qui nous écoutent, elles ont eu certainement leur demande d'APLD parfois invalidée, puis à nouveau remise dans le portail et validée, etc. On invalide pour demander des compléments d'information. Donc, l'invalidation, ce n'est pas un refus. L'invalidation, c'est qu'on demande à l'entreprise de préciser sa demande pour qu'elle colle avec le dispositif et les textes. Donc, ça peut être précisé que le diagnostic économique colle bien à de l'activité partielle durable. Ça peut être préciser les engagements en matière de formation professionnelle, en matière de maintien de l'emploi. Des choses qui ne sont pas forcément explicites à la lecture de vos accords ou de vos documents unilatéraux et dont on doit s'assurer. Mais encore une fois, l'invalidation n'est pas un refus. Il s'agit d'une ouverture de dialogue entre l'administration et l'entreprise. D'accord ? Donc voilà, sur ce volet chiffré, vous voyez, ça vous donne un ordre d'idée. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est au global, ce que les secteurs d'activité, évidemment, qui sont les plus concernés sur l'activité partielle, c'est alors en priorité tout ce qui est activité, service aux entreprises. Donc, dans ces NAF-là, on a tous les bureaux d'études, notamment Aéro, qui en font partie, et toute autre activité de service aux entreprises. Vient en deuxième, donc ça c'est 32% des demandes, ce secteur-là. Puis en deuxième, tout ce qui est hébergement-restauration avec 17%, et en troisième, les commerces avec 12% des demandes d'activité partielle. Donc voilà, en gros, au global, l'activité partielle donc en Haute-Garonne, c'est 25% des établissements du département qui ont demandé, qui ont été autorisés à faire de l'activité partielle. Donc on a au départ 60% d'établissements qui font une demande, mais in fine, qui n'utilisent et qui ne font de l'activité partielle 25%. Vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence entre ce qui est demandé, autorisé au départ et ce qui, in fine, est demandé en termes il y a eu beaucoup de demandes d'autorisation à titre prévisionnel, mais qui n'ont pas forcément perduré.
Voilà, et donc juste par rapport au volume de salariés, c'est 48% de salariés éligibles qui ont été en activité partielle en Occitanie sur le deuxième trimestre 2020. Très bien. En fait, quand on vous Sur les écoute, PS, oui, juste oui. Quand on vous écoute, Madame Astrubart, c'est là où on peut véritablement mesurer, comme vous le disiez tout à l'heure, le step, c'est-à-dire quelle marche nous avons montée sur une année, on le disait tout à l'heure, qui est énorme en fait. Et les chiffres, quand on entend 1031 demandes d'APLD, 438 demandes en Haute-Garonne, on est véritablement dans des dimensions très importantes. Et aussi, je trouve intéressant votre dernière remarque, c'est de se dire, autant les entreprises ont été dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'on déposé des dossiers, se sont mis dans cette démarche en disant au cas où, effectivement, et puis l'usage du dispositif en réel. Et ça aussi, c'est important de mesurer cet écart-là. Ça, je trouve ça très, très important. Sur les PSE, vous disiez? Alors, sur les PSE et les ruptures conventionnelles collectives, donc on a, donc en termes de panorama toujours, 104 PSE et RCC qui ont été initiés en Occitanie depuis le mois de mars, depuis juillet 2020, parce qu'en fait, entre mars et juillet, il n'y en a pas eu. Ouais. C'était cette période d'attente, l'activité partielle. Bon. Ça a commencé en juillet, donc en 104 en gestion. Et sur ces 104, c'est 43 en Haute-Garonne, dont 34 sur le secteur de l'aéronautique. Quand je dis aéro, c'est bien sûr à la fois les industries, tous les sous-traitants, aéro, bureaux d'études, etc. Donc, quand je vous dis 43, c'est vraiment en gestion, c'est-à-dire que le siège est en Haute-Garonne de l'entreprise et c'est l'unité départementale Haute-Garonne qui les a instruits. Mais à ces 43, il faut rajouter les plans sociaux qui impactent notre département et en termes de suppression d'emplois, avec un siège qui est situé en dehors de notre région. Donc ça, c'est 61 plans sociaux et ruptures conventionnelles collectives en fait qui impactent aussi notre territoire depuis juillet 2020. Au global, en termes d'emplois supprimés, alors on est sur des suppressions d'emplois envisagées sur le chiffre que je vous donne, puisque dans ces procédures, il y en a qui sont encore en cours, pour lesquels les licenciements n'ont pas été notifiés, des procédures qui démarrent, on en a toujours des procédures qui démarrent. Donc, en termes d'emploi, ça représente environ 6700 suppressions d'emplois sur notre territoire de la Haute-Garonne. Alors, on sait que sur le Grand Sud-Ouest, rien que la filière aérospatiale, ça représente 6000 suppressions d'emplois sur le Grand Sud-Ouest. Là, quand moi, je vous donne ce chiffre de 6700, c'est tout secteur confondu, mais vous l'avez compris, l'aéro est quand même tout à fait surreprésenté. Voilà. Monsieur Abella, si on complète l'aspect chiffré donné de manière très éclairante par Madame Astrubart, quel bilan complémentaire, en tous les cas, vous pouvez dresser en tant que branche? Et puis aussi peut-être nous redonner un peu cette part d'anticipation dont ont fait preuve les entreprises. Marie parlait tout à l'heure de GPEC pour en dire le terme un peu plus ancien, mais en tous les cas, voilà. Quel bilan vous portez? Alors, on n'était pas préparé à ça, évidemment. Donc, les entreprises non plus, les salariés, tout le monde, les acteurs ont dû s'adapter pour trouver des solutions. Alors là, on a vu les aides de l'État, les différentes initiatives, les branches qui travaillent ensemble, avec passerelle industrie, notamment les branches industrielles. Il y a d'autres initiatives. OK. Mais moi, je pense que cette crise, elle nous montre qu'on peut progresser en matière d'anticipation. Pourquoi? Parce que avant la crise, quand on parlait d'observatoire, on a créé il y a 2 ans et demi un observatoire des compétences régionales des compétences industrielles. On nous a dit oui, alors on est soutenu, il y a évidemment, on a fait ça avec la région, il y a l'État. Mais si vous voulez, quand on parlait d'observation de l'évolution des métiers ou des compétences, même au sein des entreprises, même un peu partout. Bon, oui, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui est important, mais bon,
c'était pas le sujet. Le premier sujet, c'était il faut trouver les bonnes compétences pour fonctionner, pour répondre au carnet de commandes, etc. Aujourd'hui, on voit qu'on a quand même, en matière d'anticipation, des choses à améliorer, et pas qu'en entreprise. Évidemment, on parle de GPEC, il y a la GPEC d'entreprise, et ça, là où peut-être, alors ce n'est pas dans les grosses entreprises, mais peut-être dans les plus petites, effectivement, chaque entreprise doit avoir cette réflexion sur l'évolution des compétences au sein même de sa structure, parce que c'est ce qui permet d'anticiper. Et c'est vrai qu'il y a des outils pour ça. Encore une fois, le mot GPEC, on en parle beaucoup, tout le monde ne le comprend pas d'ailleurs complètement, et puis on n'y s'y intéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a des outils, il y a des accompagnements qui sont simples et qui peuvent être mobilisés et sur lesquels les entreprises peuvent compter pour pouvoir elles-mêmes à l'intérieur des entreprises avoir une vision plus claire sur ce dont elles ont besoin. Mais après, en matière de territoire, il y a sûrement des mécanismes, notamment de GPECT, donc des GPEC territoriales, où c'est des mécaniques qui finalement nous auraient bien servi si elles avaient été rodées aujourd'hui. Alors effectivement, elles avaient peut-être moins d'importance à nos yeux, entre guillemets. Je parle, ça engage que moi, mais moins d'importance à nos yeux dans un contexte où tout allait bien. Là maintenant, vous allez le voir, on va parler évidemment de parcours de transition professionnelle, de parcours professionnel. Il y a des gens qu'il va falloir repositionner. Et cette observation de l'évolution des compétences, elle est primordiale. Et on le voit aujourd'hui en temps de crise, elle doit être réalisée, mais même quand tout va bien, parce que c'est ce qui nous permet d'anticiper. Donc, je pense qu'on a tous à progresser en matière d'anticipation, notamment pour identifier les compétences qui vont devenir obsolètes dans les entreprises, mais aussi de manière générale sur les territoires, celles qui vont se transformer, celles qui vont naître, parce qu'il y a des compétences qui vont aussi, notamment avec l'impact du digital, vont effectivement être tout à fait nouvelles. Et tout ça avec l'idée qu'il faut qu'on arrive collectivement à orienter aussi l'offre de formation, qu'elle soit initiale et continue, ou celle des demandeurs d'emploi. Il faut qu'on arrive à avoir une visibilité plus précise et plus pertinente de l'évolution des compétences sur notre territoire. Marie, si, de ton point de vue, et peut-être de manière encore plus globale, pour boucler ce chapitre bilan, est-ce que de ton côté, tu as relevé des freins à cette mise en œuvre ou en tous les cas au recours de certains dispositifs comme la PLD ou d'autres? Quel regard et quel bilan, toi, tu tires de ton côté à travers nos activités de conseil auprès des entreprises pour lesquelles nous travaillons ces sujets? Déjà en bilan, bon, ça fait 1 an, là, on est sur cette fameuse date d'anniversaire dont on se passerait bien. Clairement, depuis 1 an, ce qu'on voit, c'est que les DRH sont au cœur de tous les chantiers. Il y a la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la poursuite de l'activité, la gestion et le pilotage des ressources, que le quotidien, il est lourd, il est très, très lourd, la pression est forte. Et pourtant, et c'est ça qui est très dur, on en est, le marathon continue. Le marathon continue et ce qu'on a vu, nous, c'est plusieurs vagues. Vraiment, au début, il y a eu la sidération. C'était incroyable. Enfin, ça nous a tous pris de court. Tout s'est figé. Il y a eu le premier confinement. Donc là, on est resté un peu quand même très surpris par ce qui nous tombait dessus. Après, il y a une période plus d'expectative où on a commencé à faire des prévisions sur le retour d'activité. On a commencé à avoir des différences très fortes entre les secteurs et les territoires. Donc vraiment, une intensification de la crise pour certains secteurs et certains territoires qui a été progressive et assez forte. Et puis, on a eu les premières décisions. Ce serait une erreur, très clairement, pour les entreprises, et ça aurait d'attendre que tous les symptômes apparaissent pour traiter. Donc, ce qui est très difficile, et ce qui a été très difficile pour mon entreprise, c'est de prendre des décisions dans une situation d'incertitude. Car concrètement, des premières décisions ont été prises, des premiers dispositifs ont été mobilisés. Un frein peut-être, malgré quand même un travail, et vraiment, il y a eu un travail de pédagogie réalisé, toutes les fiches, toutes les mises à jour,
Mais il y a eu aussi quand même pour les DRH et pour les partenaires sociaux plus globalement, une difficulté dans la compréhension de tous ces dispositifs. Alors, on a l'activité pour les secteurs protégés, on a l'activité partielle de longue durée, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, ça ne va pas durer, quel est le taux, est-ce que je peux annualiser mon activité ou pas. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées autour de la compréhension de ces dispositifs, ce qui a un peu freiné parfois sur leur utilisation. Et aussi, dans cette utilisation, il y a encore, et de tous les côtés, des approches dogmatiques très fortes. Concrètement, oui, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, enfin de salariés qui peuvent attendre des gros PSE. Donc, un gros PSE, concrètement, dans la période actuelle, c'est quand même un chômage de longue durée à la fin, malgré des chèques valises. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à changer ce paradigme et à se dire qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et les chèques valises dans la période actuelle, c'est quand même pas la bonne idée. Donc, comment on accompagne, comment on crée? Et ça, c'est encore difficile parce qu'il faut essuyer les plâtres. Il faut essuyer les plâtres malgré des demandes auprès des DRH d'économie rapide, de remise en adéquation en fait, de l'activité et des ressources. Et donc, ils ont quand même une pression qui est très forte. Et ça se traduit aussi avec une intensité du dialogue social sur la période qui a été très importante aussi. En bilan, je pense qu'on a un dialogue social qui est passé à marche forcée au digital. Concrètement, les partenaires sociaux n'étaient pas forcément aguerris à discuter en dehors du présentiel. Et on a vu que baptême du feu pour le CSE, concrètement. Le CSE, jusque-là, on s'était quand même posé des questions pour la dimension SSCT. Ça a quand même fonctionné, ça a bien fonctionné et donc le dialogue social continue à être très très fort dans cette période. On a on le voit avec les accords de télétravail, plus de 1000 accords signés, on le voit avec des accords de transformation, mais on va avoir quand même là une deuxième vague de négociations très forte qui va arriver. Très bien. Donc, maintenant que nous avons posé quelques chiffres et qui font écho effectivement à l'ampleur de cette situation que nous vivons depuis un an et aussi avec des messages positifs, et je pense qu'aussi nous devons de le redire parce que positivement, nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui que nous n'avions pas avant. Et ça, je pense que c'est très, très riche. On a véritablement des soutiens, en tous les cas, représentés par l'État, par la branche, par d'autres activités privées qui font que nous ne restons pas seuls avec nos problématiques. Et puis, maintenant, si nous regardons en face de nous, les perspectives, et notamment, il y en a une question qui fait écho, c'est-à-dire pendant combien de temps ces mesures vont être mises en place. Certains de nos clients reprennent l'image, quelquefois un peu l'image de la perfusion en disant, voilà, nous sommes sous perfusion, mais notre grande crainte, c'est à quel moment on va être un peu débranché de tous ces dispositifs qui nous aident à passer certains paliers compliqués. Donc, si maintenant on se projette ensemble, Madame Astruc-Barth, pour vous, dans les mois à venir, quels sont les enjeux majeurs selon vous? Alors, les enjeux majeurs, c'est que les entreprises continuent. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle des DRH qui ont fait un travail formidable et qui continuent à faire un travail formidable dans la gestion de cette crise, avec de très fortes pressions. Que ce soit de la part de la base, mais aussi de la haute direction. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, c'est que les DRH aient bien toujours en tête qu'ils ne sont pas seuls et qu'on peut les aider à continuer à solliciter les bons dispositifs, que ce soit nous, que ce soit les branches, que ce soit des cabinets de conseil comme le vôtre, que ce soit l'OPCO, de ne pas rester seul et bien se faire aider par des interlocuteurs qui connaissent bien le sujet. Parce que malheureusement, on a vu aussi ça on le voit tout le temps, des conseils qui sont, Oui. qui sont pas adaptés. Donc,
pour moi, l'enjeu, c'est saisissez les bons acteurs qui vont vraiment pouvoir vous donner un bon regard sur comment anticiper cette gestion. Sur les outils, ils sont mobilisables encore. C'est sûr qu'en termes de visibilité, on n'est pas certain de ce que ça va donner. On sait qu'au 1er juillet, a priori, les taux activité partielle devraient, pour l'activité partielle de droit commun des secteurs non protégés, baisser en termes de prise en charge. Mais vous avez vu, c'est reporté de mois en mois. Là, la ministre du Travail a annoncé en début de semaine que sur le mois de mai, finalement, on continuerait à les taux de prise en charge sur l'AP de droit commun rester les mêmes. Donc, on prolonge encore d'1 mois, vous voyez. Et sur la PLD, c'est vraiment le dispositif qui vous permet en termes de prise en charge de vous garantir un taux de prise en charge qui ne baissera pas 36%, qui vous permettra de rester un taux d'allocation à 60% de la rémunération brute de vos salariés et de continuer à avoir un taux d'indemnisation de vos salariés identique aussi, qui ne change pas. Donc, l'enjeu, c'est réfléchir, si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous faites face et que vous allez encore faire face de façon durable à de la baisse d'activité, à utiliser la PLD, à profiter de cette période pour former vos salariés. Comme le disait Christophe Abella, c'est sûr que ce n'est pas évident d'identifier vraiment les besoins de formation, mais du coup, vous faire accompagner à ce niveau-là pour savoir sur quoi vraiment vous auriez besoin de travailler et profiter des dispositifs donc, de financement qui existent. Et surtout, je pense que c'est l'essentiel, n'envisager la suppression d'emplois, le plan de restructuration qu'en dernier recours. Toutes ces questions-là, vous les posez avant vraiment de façon apaisée, même si je sais que c'est difficile, mais avec un vrai temps de réflexion. Certaines entreprises se sont lancées trop vite dans des plans de suppression d'emplois sans même réfléchir à de la PLD. Donc, c'est très surprenant, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc, vraiment, voilà, vraiment, il y a une nécessité d'aller vite, mais il y a aussi une nécessité de prendre quand même du recul et du temps. Vous le savez, hein, je pense que je prêche des convaincus, mais ça fait du bien de le redire, je pense. Et si jamais vous arrivez sur des PSE, sachez qu'en tout cas, les PSE doivent permettre de favoriser le reclassement des salariés. Et on a aujourd'hui des plans sociaux qui sont malheureusement au départ trop faibles en termes d'accompagnement de leurs salariés au reclassement externe. Donc un plan social, ça doit permettre de faciliter le reclassement des salariés. Donc ça n'est pas la solution à tout parce qu'il faut avoir les moyens de le financer en ce sens. Donc ça, voilà, c'est pour moi un des enjeux majeurs. Alors, je ne sais pas si vous voulez souhaiter que je parle du dispositif Transition Co là ou plus tard. Oui, on va en parler. Juste, on a bien entendu votre message. Alors, je me permets d'appuyer un petit peu parce que nous incitons nos clients, en tous les cas, les DRH, à dire n'hésitez pas à aller voir la directe, les appeler, échanger. Alors, je me permets d'appuyer un peu, mais j'ai presque envie de dire pas de méfiance à venir vous appeler, à venir se poser, à réfléchir avec vous. On est bien d'accord, hein, Madame Astruc-Barth, c'est la directe est là pour aussi apporter des conseils. Mais c'est bien de se le redire. Bien sûr. Enfin, moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand je rencontre une entreprise. On est là pour vous accompagner. Il y a des choses qu'on va vous dire qui ne vont pas vous plaire, évidemment, parce que nous, on fait avec les textes qui existent. Hein, et puis, c'est normal, il y a un cadre, il y a beaucoup d'argent en jeu. L'État doit encadrer les dispositifs. Mais on est vraiment là pour vous aider. Vous voyez, j'étais encore hier avec une entreprise qui était partie sur un projet de RCC. Mais finalement, elle va revoir les choses, le faire différemment, prolonger la PLD. Bon, mais même si le projet au départ, il n'est pas forcément bon, vous ne risquez rien à venir voir la directe et à demander notre avis. Il ne va rien vous arriver de mauvais. Au contraire, on apprécie vraiment que les entreprises cherchent à avoir notre avis et c'est comme ça que vous allez
vous gagnez en efficacité aussi, vraiment, à la fois vous et nous d'ailleurs. Tout à fait. En tous les cas, sachez que nous aussi, c'est le message que l'on porte, n'est-ce pas, Marie? Très souvent, nous accompagnons en tous les cas dans cette réflexion en amont, et cette mise en relation avec vous, la directe, est très importante justement pour éviter des décisions trop hâtives. Et plus on est nombreux à réfléchir autour d'un problème avec des angles de vue complémentaires, meilleure sera la solution. Ça, on en est convaincu. Si on regarde demain, Monsieur Abella, Madame Astruc-Bart, et on va passer au dernier slide, il y a des outils, il y a des dispositifs, et puis comme on est très créatif aussi, il y a encore des dispositifs émergents. Donc, Monsieur Abella, si on regarde demain, quels seront et quels sont les dispositifs émergents, peut-être aussi avec Madame Astruc-Bart, tous les deux. Dites-nous un peu ce que on va pouvoir aussi actionner, en tous les cas, comme nouveau levier. Alors, juste un mot peut-être. Je confirme effectivement l'inquiétude des entreprises. Oui, tout à fait. La rupture avec les aides de l'État, voire même avec la suite, la gestion du PGE, parce que c'est quand même un sujet aussi, avec des entreprises qui vont avoir des bilans 2020 qui vont pas forcément leur permettre d'aller voir leur banquier, entre guillemets, en toute sérénité. Donc, ça, c'est des sujets importants. On parle de DRH. Moi, je confirme la pression qu'ils ont eue. Après, je tiens juste à rappeler aussi que dans notre branche, 90% sont des petites des PME, des TPE et PME, et qu'il y a des chefs d'entreprise avec des entreprises patrimoniales, avec des patrons d'entreprises qui ont tout investi et qui, moi j'en ai eu pour certains, qui disaient, mais dans 6 mois, c'est peut-être 25 ans de travail qui va être détruit avec des difficultés. Donc, et quand on parle de lisibilité des dispositifs, alors que ce soit ceux de la directe et du reste, c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, qu'on fait tourner une boîte de 15 personnes, c'est encore plus compliqué que pour un DRH. Donc, il faut rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de structures effectivement qui sont là pour accompagner et pour un peu décrypter. Alors, l'idée, ce n'est pas de décrypter tous les dispositifs, mais d'apporter le bon dispositif. Et on a, je pense, collectivement des efforts à faire aussi en tant que partenaire pour apporter le bon dispositif au bon moment à la bonne entreprise. Donc ça, c'est important. Après, sur les dispositifs qui vont naître, parce qu'il y en a des dispositifs, mais j'ai envie de dire, il y aura la continuité de Passerelle Industrie qui va continuer encore, puisqu'il est prévu au moins pour toute l'année 2021 que ce dispositif puisse être plus connu, qu'il puisse être plus diffusé en matière d'infos, que les entreprises puissent aussi l'utiliser davantage, les petites comme les plus grosses. Parce qu'il y a sûrement de jolies histoires de prêt de main-d'œuvre et de transfert de compétences à écrire. Et après, effectivement, ce qui est attendu, c'est le Transco, qui clairement n'est pas en concurrence avec le dispositif Passerelle Industrie, puisqu'il Transco, et je redonnerai la parole à Nathalie Astruc-Bart pour le présenter, mais Transco, c'est quelque chose qui fait aussi appel à de la formation et à une mécanique plus importante. Madame Astruc-Bart, vous voulez compléter en tous les cas et nous donner un focus précis sur les transitions collectives? Oui, donc les transitions collectives, on est au démarrage. L'idée, c'est de permettre à des entreprises qui ont identifié des emplois menacés, mais qui ne sont pas dans une démarche de suppression d'emplois, de plan social, d'envisager une identification de tous ces emplois menacés et donc d'offrir la possibilité aux salariés qui sont sur ces emplois menacés de se former, donc de se reconvertir même sur des métiers qui sont porteurs.
Donc, l'idée, c'est que l'entreprise, dans le cadre d'un accord de GEPP, de gestion des emplois et des parcours professionnels, c'est le préalable nécessaire qu'elle se lance dans l'identification de ces emplois menacés via un accord de gestion des emplois et des parcours pro. Elle se fasse accompagner pour cela. Alors, ça peut être par son OPCO, ça peut être par des cabinets extérieurs, mais l'OPCO a un rôle majeur sur le sujet en termes d'accompagnement GEPP. Et puis, du coup, communiquer en interne pour que des salariés sur ces emplois, éventuellement, se positionnent sur de la formation à la reconversion. Et donc là, les salariés et l'entreprise peuvent bénéficier de l'aide du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, qui va pouvoir aider le salarié à monter son projet de formation. S'il a déjà une idée du métier porteur sur lequel il souhaite se reconvertir, eh bien, le CEP va l'aider à finaliser son projet ou au contraire à l'identifier. Et par la suite, donc, déposer un dossier de formation, ce qui permettra après d'être financé par les fonds de l'État. C'est ce qu'on appelle les fonds du FNE Relance. Donc, il y a plusieurs millions d'euros qui sont prévus sur 2021 et 2022 pour cette formation-là. Et c'est l'association Transition Professionnelle, donc l'ancien fonds GESIF, qui va gérer le financement de ces formations. Donc, il y a la rémunération du salarié qui est prise en charge pendant toute la durée de sa formation, qui peut aller jusqu'à 2 ans, et les coûts pédagogiques de formation aussi. Alors, en fonction de la taille de l'entreprise, la prise en charge varie. Les entreprises de moins de 300 salariés, elles ont un financement qui est à 100%. De 300 à 1000 salariés, c'est 75%. Et les plus de 1000, c'est un financement à hauteur de 40%. Donc, nous, ce que l'on recommande aux entreprises, aux petites et aux grandes, parce que ça peut être une TPE qui signe un accord de GEPP qu'elle fait valider avec ses salariés, par ses salariés, un référendum tout simplement, c'est de s'intéresser à cette question, de voir si ça ne pourrait pas être une piste en termes de sortie de crise, envisager la reconversion de ces salariés et vraiment se saisir de cet outil potentiel. Alors, il faut savoir qu'en Haute-Garonne, il y a 2 plateformes transition collective. Donc, le dispositif, il existe partout dans la région, mais il y a une particularité, c'est qu'en Haute-Garonne, il y a deux plateformes qui vont se créer, se lancer. Une sur l'aéro, notamment, avec Airbus qui a candidaté sur l'appel à manifestation d'intérêt, le GIFAS, l'UIMM, Safran et autres donneurs d'ordre. Et donc, cette plateforme, elle va avoir vraiment un rôle d'appui dans le lancement de la démarche pour aider les entreprises sur la mise en œuvre de ce dispositif, sur l'identification des métiers menacés, des métiers porteurs et du coup des transferts qui peuvent s'envisager. Donc, ça va vraiment être un gros travail d'accompagnement des entreprises, mais qui sera nécessaire. Merci beaucoup. Marie, sur le volet perspective, quel regard tu portes sur les mois prochains et quels conseils complémentaires tu peux partager avec nous? Sur le volet perspective, voilà, il y a quand même il y a des perspectives déjà, ce qui est quand même une bonne chose. Après, c'est sûr que l'Ironman continue. C'est concrètement, ça fait 1 an qu'on est dedans. La montagne, elle est quand même encore un peu devant. Donc, il va falloir s'accrocher. Et je trouve qu'un certain nombre d'éléments qui ont été partagés sont importants. C'est là, on a vraiment besoin de cette intelligence collective. On n'y arrivera pas sinon. Moi, il faut, et c'est pour ça que la mise en dynamique des acteurs, qui est quand même remarquable sur le territoire,
c'est fondamental. Donc, identifier quels sont les acteurs de tout ordre hein, qui peuvent accompagner, identifier vraiment envisager en termes de stratégie sociale tout ce qu'on peut faire. Ouvrir quand même les chakras sur entre l'activité partielle, la GEPP, la transition collective, l'APC, la RCC, le PSE, vraiment essayer de poser toutes les options possibles sur la table, les discuter sérieusement et notamment avec les partenaires sociaux. Il faut une prise de conscience quand même de la responsabilité collective hein, de tout à chacun dans la période. Je pense que les DRH ne peuvent pas porter tout seuls. Donc, à un moment, si on veut sauver les emplois, il faut, voilà, il y a des arbitrages, il y a des priorités à faire. Donc, c'est vraiment ça, ces points, c'est collectif et innovation collective. Très bien, merci. Alors, je regarde le chat. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, c'est qu'on a captivé notre auditoire. Hein. C'est une façon de voir le verre à moitié plein, mais voilà, je l'espère. Est-ce que Madame Mastruc-Barth, Monsieur Abella, vous souhaitez compléter vos interventions, en tous les cas peut-être par un message de conclusion ou peut-être un sujet que nous n'aurions pas suffisamment abordé? On a encore un peu de temps devant nous et on a la chance de vous avoir avec nous. Donc voilà, on en profite. Est-ce que vous voulez compléter vos interventions? Qu'est-ce qu'il faut en retenir à votre avis, Mme Mastruc-Barth ou Monsieur Abella? Le message principal que vous aimeriez donner en conclusion? Le message principal, c'est, ça va être un peu redondant avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment saisissez-vous de ce qui est offert en termes de dispositifs. Je comprends hein, que ça manque de lisibilité, que les textes ont beaucoup évolué. Même nous, on s'y perd parfois. Donc voilà, je suis très honnête avec vous. Hein. Donc je comprends cela, mais là, vous savez quels sont les principaux outils mobilisables et sur ces difficultés de lisibilité, vous savez que vous pouvez être aidé. Donc voilà, faites-vous aider, ne restez pas seul. Et je rebondis aussi sur ce que disait Marie Bouni tout à l'heure. Il y a un enjeu de dialogue social qui est fort, parce que derrière tout ça, il y a évidemment des blocages importants et des incompréhensions des salariés, donc des tensions, des crispations parfois. Donc, bien soigner, mais je pense aussi que je prêche des convaincus, bien soigner cet aspect communication auprès de vos équipes en termes de dialogue, ça c'est vraiment fondamental et ça évite d'énormes complications ultérieures. Donc, soigner encore plus cet aspect-là pour réussir à mobiliser le plus facilement possible les dispositifs qui vous sont adaptés pour vous aider. Bien, merci beaucoup. Monsieur Abella, vous voulez compléter? Non, enfin, je partage. On a dit beaucoup de choses, hein, mais ouais, juste nous, c'est notre, en tant que branche professionnelle, vous en doutez, c'est notre raison d'être que d'accompagner les entreprises et d'essayer de décrypter et puis de les emmener à la fois sur la partie juridique avec nos juristes, à la fois sur l'emploi et la formation. Voilà, les adhérents qui sont adhérents chez nous, ils le savent, si vous voulez, ils savent qu'ils peuvent nous appeler. Et aujourd'hui, moi, comme je sais qu'il n'y a pas forcément que des adhérents dans le public auquel je m'adresse, forcément, si ce n'est pas la branche, il faut aller vers d'autres structures, celles avec qui vous avez l'habitude. On n'est pas là, on n'est plus sur des logiques entre guillemets partisanes. Vous voyez bien qu'il y a un vrai collectif qui existe en Occitanie avec les partenaires emploi-formation et l'écosystème. Vous trouverez forcément quelqu'un pour vous orienter et trouver les bonnes solutions qui, de toute façon, sont des solutions d'attente et qui sont liées évidemment à l'évolution de la crise sanitaire qui a un impact très fort. Voilà. Très bien, merci. Alors, le temps de cet échange conclusif est arrivé une question, et c'est tant mieux. Comme ça, nous allons la prendre ensemble. Je vous la lis et puis je laisse nos intervenants s'en saisir comme ils le souhaitent. Donc, quand une entreprise a un accord APLD de 6 mois renouvelable jusqu'à 1 an, à quel moment doit-elle demander le renouvellement et adresser le bilan pour un renouvellement au 1er avril 2021 ?
Alors, oui. Oui, allez-y, Madame Astruc-Barth. Donc l'entreprise, elle peut, donc elle a sa première période d'APLD qui se termine au 31 mars dans la question qui est posée. Oui. Pour demander le renouvellement donc pour 6 mois de plus, il faut réaliser la demande début du mois d'avril ou bien sur la fin du mois de mars. Sachant qu'on a en théorie jusqu'à la fin du mois sur lequel commence la période d'APLD. Donc au maxi, c'est fin avril. Bon, mais il vaut mieux l'anticiper un petit peu pour que vous sachiez où vous allez. Et donc, voilà, ça va être entre fin mars et fin avril qu'il faut déposer cette demande de renouvellement. C'est un avenant. Donc, en fait, il faut repartir de la première demande d'APLD qui a été faite, créer un avenant de prolongation de 6 mois de plus. Et fournir les éléments de bilan à ce moment-là en termes d'engagement, de maintien de l'emploi, de formation professionnelle que vous avez pris, parce que c'est des éléments, vous le savez sûrement, qui vous sont demandés pour pouvoir bénéficier du renouvellement, de s'assurer que vous avez respecté vos engagements. Donc ça, ces éléments de bilan, vous les fournissez sur le portail activité partielle dans l'espace documentaire dédié. Très bien. Merci beaucoup, Madame Astruc-Barth. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Ce que je vous propose, c'est de conclure cet échange. Je pense que nous avons pu mesurer ensemble que nous sommes bien conscients, en tous les cas, nous portons un but commun qui est celui de la pérennité de l'emploi. Ça, c'est véritablement notre combat de tous les jours. Et le deuxième, c'est véritablement, au-delà de préserver les emplois, c'est miser très fortement sur le développement des compétences. Ça, c'est le deuxième élément fort. Je pense que le troisième élément fort, me semble-t-il, c'est faisons preuve de créativité, c'est-à-dire essayons de faire tomber un peu les limites d'un cadre de référence commun que nous avions, dans lequel nous avions l'habitude de travailler. Et effectivement, au fur et à mesure de cette crise, je pense qu'il y a des modélisations que nous n'avons pas encore réalisées, que nous pourrons réaliser. Donc, il y a une part, en tous les cas, de pouvoir partager ensemble des problématiques, y répondre de manière commune. Je retiens aussi le fait que des fonctions majeures dans l'entreprise sont dans un système, pour reprendre un peu l'image de Marie, c'est pas Iron Man tous les jours, mais en tous les cas, il faut faire preuve d'une grande endurance. Et je pense qu'on peut saluer aussi l'ensemble des DRH, des dirigeants de PME qui ont cette volonté forte, en tous les cas, de sauver l'emploi, d'être là encore après cette crise et de préserver à tout prix cette dynamique. Donc véritablement, c'est vrai que ça nous anime en tous les cas communément fortement. Marie et moi, on voulait vous remercier très chaleureusement, Madame Astruc-Barth et Monsieur Abella. On a eu, alors sachez, beaucoup de plaisir à construire cette table ronde. On y a travaillé, on y a beaucoup échangé. On a beaucoup appris, sachez-le aussi. Donc ça, c'était une grande richesse et véritablement un grand merci. Marie, tu veux peut-être compléter mon propos? Non, moi, je voulais aussi vous dire merci. Voilà, bon. Merci beaucoup. Monsieur Abella, Madame Astruc-Barth, en tous les cas, je pense qu'on continuera à échanger. On a des problématiques des entreprises, en tous les cas, à porter ensemble. Et on le fait dans la plus grande simplicité et dans le souci de trouver la meilleure solution opérationnelle. Je pense que plus on est ancré dans le terrain, plus on arrive à mettre en œuvre des choses simples et pérennes et compréhensibles de tous. Donc, ça, c'est très important. Merci en tous les cas. Merci à vous. Et puis, au plaisir de nous revoir. Alors, je ne vais pas dire dans un an, parce que j'espère qu'on ira beaucoup mieux, ou alors en tous les cas, pour faire véritablement souffler la bougie sur le gâteau de manière très positive en tous les cas. Merci et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.